Retour sur le plateau de BFM Story. Le gouvernement a donc décidé de prôner l'ultra-sévérité. 80 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour l'acte 9 des Gilets jaunes samedi prochain. Mais face à un mouvement social qui, semble-t-il, ne décline pas en ce début d'année 2019, est-ce que la fermeté va suffire? Et puis, peut-on à la fois appeler au grand débat qui doit commencer la semaine prochaine et avoir ce message d'ultra-sévérité? C'est le débat que je vais soumettre à mes invités, à la députée La République En Marche de l'Ain, Olga Givernet, bonsoir. Bonsoir. À côté de vous, Manuel Bompard, candidat à la France Insoumise aux Européennes, bonsoir. Bonsoir. Damien Abad, bonsoir, député de l'Ain, vice-président des Républicains, et Nicolas Bay, député européen du Rassemblement national. Madame la députée, ce message d'ultra-fermeté, d'ultra-sévérité, c'est suffisant pour enfin mettre fin à ce mouvement? Écoutez, on peut observer aujourd'hui qu'il y a une escalade de la violence qui se fait, peut-être même de part et d'autre, et il faut pouvoir l'arrêter. On va vivre dans un climat d'insécurité si nous continuons. Donc, il s'est installé ce climat d'insécurité depuis un petit moment maintenant. Oui, sauf qu'on pouvait espérer qu'à la suite des fêtes, il y ait un apaisement qui se fasse, que chacun puisse rentrer dans le débat national. Vous avez été surprise de cette mobilisation samedi et du fait d'avoir un regain de mobilisation, mais aussi du fait de voir qu'un certain nombre de gilets jaunes se désolidarisent de ce mouvement, notamment au niveau des femmes, qui dimanche ont elles-mêmes décidé de défiler ensemble. Oui, il y a de se poser des questions. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un culte de la violence qui se fait. On voit également qu'il y a une idolâtrie des gros bras qui se fait également. Vous parlez de la cagnotte du tout. Vous parlez de la cagnotte de soutien aux boxeurs. On peut faire référence à la cagnotte, évidemment. Il y a un financement qui se fait basé sur des faits qui sont délictuels. Aujourd'hui, on se pose vraiment des questions dans notre société. Est-ce que c'est ce qu'on veut ? Manuel Bompard, la France Insoumise d'ailleurs soutient plutôt la cagnotte qui a été mise en ligne par la belle-sœur du boxeur qui est en ce moment même placé en garde à vue. Non, d'abord, votre question c'était est-ce que la réponse ultra sécuritaire est suffisante et est-ce que c'est ce que les gens attendent? Non, moi je pense que les gens ils attendent pas une réponse ultra sécuritaire, ils attendent un ultra changement de cap. Ils attendent éventuellement des réponses à l'ultra précarité, aux ultra difficultés qui rencontrent au quotidien aujourd'hui pour faire face à la vie chère. Et je regrette et je considère que la réponse purement sécuritaire est complètement à côté de la plaque et que malheureusement elle ne sera pas en mesure de faire baisser le niveau de tension, ce qui serait effectivement nécessaire aujourd'hui. On ne va pas attendre chaque samedi, chaque semaine. Alors qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Parce qu'il y a déjà eu sur la table des mesures, le grand débat. Voilà, oui, d'accord, mais premièrement, les réponses politiques, c'est pas moi qui le dis, c'est plus de 50% des Français qui ont considéré qu'elles n'étaient pas suffisantes et qu'elles permettaient pas de répondre aux difficultés des gens. Et le grand débat, excusez-moi de vous le dire, mais il est mort-né. Ah bon? Mais bien sûr qu'il est mort-né. Tous les gens pensent aujourd'hui qu'un débat dans lequel le gouvernement choisit d'ores et déjà les questions et demain il choisira aussi les réponses, ils n'ont pas le sentiment que ça réponde à l'impasse démocratique, à la crise démocratique, à cette absence d'écoute de leur voix, de leurs paroles, et je crois qu'ils ont raison. Donc aujourd'hui, il faut être un peu plus sérieux, il faut des réponses concrètes sur les difficultés que rencontrent les gens au quotidien, et il faut apporter aussi des réponses démocratiques, leur donner davantage de droits. Vous voulez pas attendre la fin du grand débat, justement? Mais monsieur, le grand débat, c'est par exemple le ministre, monsieur Le Maire, qui a dit depuis le début qu'il y avait des sujets qui, de toute façon, étaient exclus de ce grand débat, et notamment la question de l'impôt sur la fortune, qui est pourtant la revendication qui porte très largement ce mouvement. Alors pas la suppression de la taxe d'habitation pour 20% des ménages les plus aisés, finalement, ça sera dans le grand débat, ça. Oui, mais la question de savoir s'il faut oui ou non supprimer... Ça, monsieur, je pense que les gens qui ont des difficultés aujourd'hui, ils se fichent assez de savoir si les personnes les plus riches dans ce pays vont devoir payer la taxe d'habitation ou pas. Ce qu'ils attendent, c'est des réponses sur le SMIC, sur les salaires. Vous parlez de l'ISF, pour ça que je vous parle de la taxe d'habitation. Ça vous convient bien de faire le tri entre ce qui va bien aux Français et ce qui va pas bien aux Français. Madame, excusez-moi de vous le dire, mais pour l'instant, je vois que c'est vous qui faites le tri, puisque vous choisissez les sujets qui sont dans le débat et les sujets qui ne sont pas dans le débat. Si vous voulez un vrai débat, madame, si vous voulez un vrai débat... fait sur l'ensemble des sujets. Non, monsieur le maire a dit que... Est-ce que l'ISF fait partie du débat? Moi, je vais me retrouver au moment du débat, autour de la table avec des personnes. Bien évidemment que si des personnes vont exprimer des choses, on va les entendre. Enfin, je veux dire, on ne va pas les museler non plus. Vous allez les entendre sans doute, madame, mais vous n'allez pas revenir dessus. C'est ce que vous avez d'ores et déjà déclaré. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, Damien Abad. Est-ce que la fermeté est suffisante? Est-ce que vous l'applaudissez? Est-ce que ce discours de fermeté, vous l'attendiez? La fermeté, oui. Le retour à l'autorité et à l'ordre, nous le souhaitons depuis le début. Et c'est fondamental. Pourtant, vous avez soutenu les Gilets jaunes. Oui, mais attendez, c'est pas antinomique. Le mouvement des Gilets jaunes du 17 novembre
c'est un mouvement qui exprimait un ras-le-bol fiscal et une colère sociale, et notamment des classes moyennes qui se sont senties déclassées. Et donc ça n'a rien à voir avec la question de la violence. Par contre, nous sommes très clairs. Nous devons condamner toute forme de violence en tout lieu et en tout point, que ce soit pour les journalistes, pour les politiques ou pour les Français, quels qu'ils soient. Au-delà de cela, la fermeté, oui. Est-ce que c'est suffisant? Non. Il nous faut une réponse politique forte. Ça veut dire quoi? Une réponse sur le pouvoir d'achat. Il y a des mesures qui ont été annoncées. Nous pensons qu'il fallait une mesure forte de baisse massive des impôts sur l'ensemble des Français. Pourquoi? Pour qu'on touche enfin les classes moyennes qui tiennent le pays à bout de bras. Parce que le problème de ces annonces, c'est qu'on touche quelques Français et qu'on continue à fracturer la société française et à diviser les Français les uns vers des autres. Et la deuxième chose dans cette réponse, c'est aussi une réponse politique, une réponse démocratique. C'est qu'entre deux élections présidentielles, il y a le sentiment parfois que le choix est confisqué. Et donc, on a besoin, sans refaire le match, bien entendu, mais on a besoin de respiration démocratique. Donc, ça peut être le référendum d'initiative citoyenne, ça peut être aussi un lien avec les territoires. Moi, ce que je souhaite, c'est aujourd'hui, c'est que l'année 2019, ça soit l'année des classes moyennes et l'année des territoires. C'est fondamental pour réconcilier les Français. Donc vous dites la fermeté, bien sûr c'est une chose, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi prendre d'autres mesures politiques. Nicolas Bay, la fermeté. Alors vous soutenez les Gilets jaunes toujours? On a soutenu depuis le début. Même après ce qui s'est passé samedi, vous continuez? Non, mais il ne faut pas tout mélanger. Il y a des personnes qui utilisent ce mouvement des Gilets jaunes, qui parfois le parasitent, parfois ne sont même pas des Gilets jaunes. Le boxeur en question, il dit lui-même, j'ai participé à toutes les manifestations. Il s'estime Gilet jaune. Mais malgré tout, ceux qui commettent des violences, et elles ne sont pas acceptables, c'est une toute petite minorité. Mais il ne faut pas oublier de revenir à la genèse du problème. Qui est responsable de ces tensions et de ces violences? C'est évidemment le gouvernement qui a, dès le début, essayé d'étouffer ce mouvement, de le dénigrer, de l'insulter même. On se souvient des propos de Castaner, de Darmanin, qui expliquaient que c'était la peste brune, etc. Sans écouter la colère très profonde exprimée elle a été écoutée depuis. contre l'injustice sociale et fiscale par les Gilets jaunes, qui sont massivement, et qui restent quand même massivement soutenus par les Français. La réponse d'Édouard Philippe hier, c'est une réponse exclusivement sécuritaire qui ne règle strictement rien. La réponse, elle doit être d'abord sur le pouvoir d'achat, sur l'injustice, elle doit être aussi démocratique. Quand on voit aujourd'hui que dans notre pays, un pouvoir très affaibli, qui est soutenu par 20% de la population, peut gouverner de façon totalement sectaire, simplement parce qu'il a une majorité absolue à l'Assemblée, ça n'est pas acceptable. Ça s'appelle les institutions. Non mais attendez, c'est le mode de scrutin majoritaire qui fait ça. Et c'est pas nouveau. Moi j'en conviens, c'est pas simplement le fait d'Emmanuel Macron. Quand Nicolas Sarkozy en 2008 fait passer par voie parlementaire le texte du traité constitutionnel que les Français avaient rejeté 3 ans avant, c'est pas acceptable. Quand François Hollande, la loi El Khomri, il l'a fait adopter par une majorité alors qu'il y a plus que 15% des Français qui le soutiennent, c'est pas acceptable. Donc il a eu des frondeurs. Non mais il y a une solution. Mais pourquoi ne pas jouer? Vous dites plus de démocratie. Jouez le jeu du grand débat, puisque un grand débat, c'est démocratique. Non, mais le vrai débat. Là, c'est paradoxal. Vous dites plus de démocratie, on propose un grand débat, vous dites bon, j'en peux pas. Le vrai débat en démocratie, c'est les élections. Vous voulez qu'on revote? À condition que les règles du jeu soient évidemment équitables et permettent à toutes les opinions d'être exprimées à la hauteur de leur soutien dans l'opinion. Le grand débat, tout le monde a compris que ça allait être comme tous les autres, comme la consultation d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Ça allait être un flop d'abord, un entre-soi. Vous pensez que ça sera un flop? Un entre-soi entre les élus et les notables et les Français qui se tiennent à l'écart de ce débat. Moi, je voudrais vous répondre à un point très précis. Il y a une solution, en réalité. La solution, elle est politique. La solution, elle est démocratique. Il faut d'abord réduire le nombre de parlementaires par la loi, modifier le mode de scrutin avec la proportionnelle intégrale, éventuellement avec une prime majoritaire pour assurer la stabilité. Et puis, on dissout l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, eh bien, la nouvelle majorité aura une légitimité démocratique. Aujourd'hui, on voit bien qu'au bout de 18 mois, à cause du mode de scrutin majoritaire, Emmanuel Macron n'a plus cette légitimité pour agir. Et le risque pour lui, eh bien, c'est évidemment, et pour la France, c'est évidemment que pendant 3 ans qui restent, eh bien, systématiquement, les choix qu'il mettra en œuvre, parce qu'ils sont rejetés par les Français, eh bien, seront totalement bloqués. Alors, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le pays, parce que les orientations politiques d'Emmanuel Macron, je pense, sont très mauvaises, mais ça pose quand même le problème du fonctionnement de nos institutions. Olga Givernet, l'annonce du grand débat était censée aussi calmer un peu les choses. On devait rentrer dans une nouvelle phase, celle du débat. Tout le monde était invité, pas seulement d'ailleurs les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, c'est pas toute la France, mais à participer sur tous les thèmes, etc. Bon, finalement, pour l'instant, cette première mission, ce premier objectif n'est pas atteint. Il est en train de se mettre en place, je crois. Oui, enfin, ça n'empêche pas les mobilisations, les appels à manifester tous les samedis. Parce qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas s'y associer, mais on ne va pas se bloquer de faire
faire ce grand débat pour tous les Français, qu'ils soient gilets jaunes ou pas gilets jaunes, et venir participer. Je crois qu'il est bien commode pour certaines personnes, et notamment l'opposition, de dénigrer et de condamner, même bien avant que ce soit passé, toutes les initiatives qui sont prises. Il y a aussi une volonté de mélange entre les revendications d'un côté, les violences d'un autre côté. Moi, je fais remarquer qu'il y a eu quand même un cadencement qui est fait. Il y a eu des revendications, notamment sur le pouvoir d'achat, et des mesures fortes qui ont été faites par le président au mois de décembre, avec d'ailleurs un travail parlementaire tout de suite dans la lignée. On y était avec mon collègue Damien Abad, justement pour mettre en œuvre par la loi ces mesures fortes pour le pouvoir d'achat. Ensuite, il y a eu l'annonce du grand débat, parce qu'on sait qu'on ne va pas résoudre les problèmes du jour au lendemain. On ne fait pas de miracle. Et du coup, pour intégrer l'ensemble de la population, justement, sur une adaptation des besoins qui peuvent se faire. Aujourd'hui, vous, ce que j'entends de votre bouche, et de monsieur aussi, c'est bien fait. Nous, on l'avait dit, il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça. C'est bien fait pour qui, monsieur? C'est bien fait pour les Français, c'est bien fait pour la France. Là, on est dans une situation qui est quand même délicate, où on se tire un peu une balle dans le pied. On avait réussi à avancer sur la question des réformes. On voit à l'international où on a redoré notre blason par rapport à tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, l'image de la France aujourd'hui qu'on renvoie n'est pas... Elle est pas glorifiante. Quand on va à l'Europe, moi j'étais encore à Bruxelles. Alors, réponse de Manel Bompard. On avait ces échanges avec un homologue à la Commission européenne. Oui, d'accord, vous parlez avec la Commission européenne, mais tout ça, c'est ce dont les Français ne veulent plus. Manel Bompard. Tiens, Manel Bompard, puisqu'on parle un peu de l'international, des regards que les étrangers peuvent porter sur la France, vous qui soutenez plutôt les Gilets jaunes à la France Insoumise, ça vous dérange pas que Salvini applaudisse demain ce mouvement des Gilets jaunes? Non, monsieur. Matteo Salvini, non? Ça ne me dérange pas. Ce qui m'importe, c'est de savoir quelles sont les revendications qui se sont exprimées, de savoir si le peuple français les soutient majoritairement. Et c'est le cas malgré, madame, toute votre stratégie de diabolisation, de provocation, de montée en tension, et d'instrumentalisation de la violence. Laissez-moi terminer, madame, parce que je remarque que l'écoute sur les plateaux est à peu près la même que celle que vous avez dans la société pour les gens qui se sont mobilisés depuis 2 mois. Et depuis 2 mois, vous les avez ignorés, vous les avez méprisés. Attendez, il termine. Vous êtes en train encore d'en faire la démonstration aujourd'hui. Je pense que tout le monde nous regarde et le voit, madame. Donc maintenant, si vous voulez apporter des réponses réelles, concrètes sur le pouvoir d'achat et des nouveaux droits démocratiques. Vous nous parlez d'un grand débat dont vous avez d'ores et déjà écarté un certain nombre de sujets, mais mauvaise pioche, c'est les sujets dont les gens ont envie de parler. Et donc si vous leur dites, vous allez mettre des petits messages dans une boîte en carton, et à la fin c'est nous qui allons dépouiller, et puis on va faire le tri nous-mêmes entre ce qui nous intéresse et ce qui nous intéresse pas, ou si vous leur dites, c'est ce qu'on avait d'ores et déjà prévu de faire passer par la voie parlementaire, mais en fait on va le faire passer à la suite du débat. Non, madame, le problème c'est que les gens rejettent votre politique. Alors vous avez bon dos de dire, c'est de la faute des oppositions, mais je suis désolé de vous le dire, la situation de tension dans laquelle est aujourd'hui le pays, c'est de votre responsabilité et de votre responsabilité unique. Donc maintenant, madame, il faut sortir de cette situation. Passés, il y a des choses qui ont avancé et on ne prend pas la responsabilité. Mais vous avancez, madame, sans doute, vous avancez sans doute, mais vous avez remarqué que vous avancez toute seule, en fait. C'est ça le problème. Alors, Damien Abad. Je ne suis pas toute seule. Juste là-dessus, sur la question du grand débat. D'ailleurs, on peut déjà s'interroger pourquoi un grand débat, alors que lorsqu'on est élu, le débat, on doit l'avoir en continu avec les citoyens, avec les corps associatifs, les élus et toutes celles et tous ceux qui représentent la société française. Dont acte. Ensuite, il y a quand même 2 sujets très importants. Le premier, c'est de quoi on va parler. Et je pense que ça, c'est important pour tous les Français, qu'on puisse parler de l'ensemble des sujets. Et la deuxième, surtout, c'est quelle conclusion? Parce que si on a un grand débat qui débouche sur rien, la frustration sera encore plus grande. Si ça débouche sur des conclusions, pourquoi pas? Je vais vous faire simplement le ressenti de ce que j'ai entendu ce week-end sur le terrain. Les élus, les maires de petites communes rurales nous disent « on est en train de nous refiler la patate chaude, le bébé, on nous demande d'organiser des débats alors que pendant 2 ans, on nous a tourné le dos. » Oui, mais on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron d'avoir tourné le dos aux maires. Maintenant, on leur redonne du pouvoir, ils ne sont pas contents. C'est pas leur redonner du pouvoir, c'est pas leur redonner des compétences, c'est leur refiler un bébé qui est celui d'organiser un débat difficile, compliqué entre les citoyens. C'est pas la même chose. La deuxième chose, c'est sur les citoyens. Qu'est-ce qu'attendent les Français? Ils nous disent « on vous a élus ». On a été tous élus députés, et ils nous disent on vous fait confiance pour agir, pas pour débattre, mais pour agir, pour prendre des mesures fortes pour les Français. Et donc le problème, c'est que le débat, pourquoi pas, nous, on y prendra toute notre part. Vous voulez quoi, par exemple? Quelle mesure devrait retenir Emmanuel Macron? Une mesure très concrète. Moi, je souhaite qu'on baisse massivement la CSG sur l'ensemble des Français. Et comment on finance? Parce que on le finance par la maîtrise de la dépense publique. Parce que ça ne veut rien dire, ça. Maîtrise de la dépense publique, c'est pas concret. Pourquoi? Parce que, vous savez ce que ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne paiera plus. Vous savez ce que... Non. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez,
que là, vous rasez gratis. Ce qui veut rien dire, c'est quand on annonce des baisses d'impôts sans les financer. Voilà. C'est ça que je vous pose la question. Et donc, ce que je vous dis simplement aujourd'hui, c'est que les retraités, les classes moyennes, les artisans, les indépendants, les agriculteurs et autres, la plupart ne sont pas concernés par les mesures qui ont été annoncées. Et donc, ceux-là, ils attendent un geste fort. Ils ont compris une chose, ils ne veulent pas l'aumône, ils ne veulent pas des primes diverses et variées, ils veulent simplement qu'on leur libère leur pouvoir d'achat pour consommer comme il faut et pour tout simplement leur rendre leur attractivité. Pareil, quelles sont les mesures? Alors vous allez me dire le RIC, parce que je sais... Et la proportionnelle intégrale, c'est deux mesures fortes portées par Marine Le Pen. Oui. Elle a dit la proportionnelle intégrale, par exemple. Il faut qu'il y ait une démocratie directe, et le référendum d'initiative populaire ou citoyenne peut le permettre. Et puis il faut qu'il y ait une démocratie représentative qui fonctionne. Et la proportionnelle, c'est le moyen. Je vous signale. Excusez-moi, c'est pas le bazar, la proportionnelle intégrale. Il faut. La 4e République. Non mais il faut tordre le cou à cette idée fausse. En fonction de la dose. Excusez-moi, mais très bien. Non mais attendez, il y a 27 pays. Si on considère que les Britanniques sont déjà sortis, il y a 27 pays dans l'Union européenne. Il y en a 26 qui ont la proportionnelle. Intégrale, non, pas tout. Non, si. Pas intégrale. Si, quasiment partout intégrale. Bien sûr que si. En réalité, ça oblige à des compromis, à des coalitions gouvernementales, et ça permet d'éviter justement l'écueil actuel, c'est-à-dire d'un pouvoir qui est totalement sourd à ce que dit la société française parce qu'ils ont simplement une majorité absolue en siège à l'Assemblée nationale. Donc évidemment, alors on peut mettre une dose éventuellement une prime majoritaire. La prime majoritaire permet une stabilité. Mais la proportionnelle était prévue dans la réforme constitutionnelle d'Emmanuel Macron, mais par petite dose. Toute petite dose homéopathique de 10 ou 15%, c'est dérisoire. Voilà, c'est pas à la hauteur des enjeux. Et puis, mais c'est jamais assez. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est une dose de proportionnelle, c'est une dose de démocratie. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ce qui fait que les Français aujourd'hui sont à ce point dans la défiance à l'égard de votre majorité au bout de seulement 18 mois, c'est qu'ils ont le sentiment que vous êtes totalement hors sol, coupé des réalités, et que de surcroît, vous n'avez pas la légitimité. Et s'ils considèrent que vous n'avez pas la légitimité, c'est justement parce qu'il y a un décalage spectaculaire entre ce que les gens ressentent, ce qu'ils vivent, et cette majorité absolue macroniste à l'Assemblée nationale qui correspond qui est en rien une photographie de la société française. Alors, si on revient quand même à la genèse de ce mouvement, la première revendication, c'est quand même le ras-le-bol fiscal. Ce sont des services publics qui parfois semblent défaillants alors qu'on dépense beaucoup d'argent. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on s'est beaucoup éloigné. Maintenant, tout le monde, c'est un peu l'auberge espagnole. Est-ce qu'on va revenir quand même aux fondamentaux de cette grogne au départ? Moi, je le souhaite qu'on vienne aux fondamentaux via justement le grand débat national. Tout à l'heure, on parlait, oui, mais ça va servir à rien. C'est faux. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont sorties dans la rue, qui se sont mis sur des ronds-points et qui ont commencé à discuter de ce qui concerne la vie des Français et des Français. Ils le faisaient peut-être pas, ou ils le faisaient au travers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a des gens qui veulent s'engager, et qu'on puisse leur donner la possibilité de s'engager. Est-ce que vous pensez vraiment que les Français vont participer à votre débat? Un débat organisé par le gouvernement comme ça? Qui veut. Moi, depuis 18 mois, en fait, j'ai aussi j'applique une technique pour aller au contact des Français, des ateliers citoyens, des cafés rencontres, tous les moyens pour on rencontrait un peu toujours les mêmes. Aujourd'hui, j'espère voir de nouvelles têtes. Des gens qui ne venaient jamais à ce type de débat. Et qui vont vouloir peut-être pour les municipales ou d'autres engagements on verra. s'engager. Merci à tous les quatre.